sound. You're special and I'm your friend. You're a king in town, so big that you're telling on the left side. You're a king on the left side. Super bonne ambiance, bonne organisation. Convivialité. C'est la renommée internationale. C'est la passion pour la montagne. Des conditions de malade. Des fois on se déguise, des fois on se déguise pas. Incontournable dans le milieu du freeride. Bagarre. Religion is king aujourd'hui. Trouille. C'est la fête. Donc il n'y a pas d'excuse, on pose le cerveau et il n'y a pas de danger, tout droit. C'est une grosse adrénaline. C'est la fiesta chez Michou. C'est la peur. Fantastique. 20 nationalités différentes. Une grande fête et une belle descente. Ah, le kiff, quoi. 25 ans que ça dure. C'était comment il y a 25 ans? Il y avait moins de monde sûrement, c'était plus les pionniers quoi. C'est les anciens quoi, les vrais, les pros. Les skis devaient être un peu plus droits que maintenant. Ça devait être assez fun quand même. Hein. Ça devait être encore plus barge qu'aujourd'hui. J'ai bien serré la bourre déjà à mon avis. C'était plutôt rose et jaune fluo. Et c'était moche. C'était à la mode mais pas de la bonne époque. Il y avait des Norvégiens, des Suédois, des trois casse-cou. C'était quoi? Contrairement à des idées reçues, ce pays a été très vite ouvert au tourisme par la présence de la Meije et par la présence non négligeable de cette voie d'accès entre Grenoble, Briançon, l'Italie. En témoignent les 3-4 grands immeubles qui longent la route nationale. Il y avait une activité d'été basée sur l'alpinisme, le vrai alpinisme tel qu'il se raréfie maintenant, hein, avec des saisons bien plus longues, des saisons d'été encore une fois, bien plus longues que maintenant. Le tourisme, il est arrivé avec la conquête des Alpes. Donc c'est quelque chose qui a commencé assez tôt, à la fin du 19e. Est-ce que vous savez qu'au sortir de la guerre, il a été question de créer l'ENSA ici, c'est-à-dire l'École nationale de ski et d'alpinisme, qui aujourd'hui est tout à sa place à Chamonix. Ça montre le décalage. À une époque, c'était un haut lieu de l'alpinisme, ça le reste encore un peu, sauf que ça n'est plus l'activité touristique fondamentale que c'était à l'époque. Maire de l'époque cherchait depuis très longtemps à financer une remontée, même si c'était encore un peu flou ou par où elle devait passer. Il paraissait évident qu'il fallait exploiter cette Lubac, ces versants de la Meije, et puis il n'en trouvait pas le financement ni la rentabilité. C'était un très vieux projet, le téléphérique de la Meije. Il y a même eu des projets pour monter directement au sommet de la Meije, dans les années 50. C'est un très très vieux projet. Au départ, le téléphérique, ça a été un peu une monnaie d'échange au moment de la création du parc des Écrins. Et le maire de l'époque, Ernest Juge, qui avait senti le vent arriver, avait demandé à l'époque à Denis Cressel de lui concocter un projet au pied de la Meije. Comme moi je revenais de Vars, je passais toujours par la Grave, il y avait le maire qui me disait tenir compte de ces projets tout. Donc, il est arrivé un jour, je ne sais plus quelle date ou tout, où il a dit « Tiens, j'ai le financement, il faut maintenant passer au stade des études et de la réalisation ». Il était tellement préoccupé par la création de ce téléphérique qu'il en a fait un deal. Si vous m'aidez à faire le télé, eh bien moi je me laisserai faire le parc des Écrins. Au moment des négociations avec le parc, eh ben, Ernest Juge a été le premier à dégainer son projet et donc à le faire. Je veux dire, un projet aurait été prêt sur la Valouise ou sur une autre vallée, peut-être que ce téléphérique ne serait jamais fait. Ernest Juge avait anticipé d'une manière très maligne, et donc le premier à dégainer, le premier à avoir le téléphérique. L'essentiel du montage
a été fait par une petite entreprise, mais de grande qualité, de Cordon, c'est au-dessus de Salanches, là-bas, ça s'appelle les Pugnats. Et les Pugnats qui ont assuré avec une petite équipe de costauds l'essentiel du montage du premier tronçon et du second tronçon. Denis Cressel, de toute façon, c'est un excellent ingénieur, ça le monde entier le sait. Donc il avait fait un joli projet sur une mécanique relativement simple qui résiste bien au vent pour l'époque, même si maintenant il a fait beaucoup mieux. Donc on a fait un téléphérique pulsé, c'est-à-dire il y a 2 tronçons où il y a 6 groupes de cabines par tronçon, 3 de chaque côté, qui s'arrête, qui ralentit dans chaque gare et qui donc ralentit 2 fois en ligne. Et sur le premier tronçon, un des ralentissements, c'est ce fameux pylône de récupération, c'est un pylône de gare. 76 premiers tronçons de téléphérique qu'ils ont fait à l'époque sans un consensus général de la population. On a fait le premier tronçon sans savoir s'il y en aurait un second. Dans tous les pays, quand il y a quelque chose qui se développe, ça fait toujours des jaloux. Voilà, alors il y a... oui, il y a eu des oppositions à ce téléphérique. Il y avait sûrement un doute de la part des Gravaro sur la rentabilité, sur est-ce que ça allait dégrader, modifier des activités ou l'équilibre paysagiste de ce pays, tout ça. À une époque, on en parlait même beaucoup plus que maintenant. Est-ce que les remontées mécaniques, machin, ne gavouillent pas la montagne? Alors là, c'est un discours qu'on pourrait avoir qui serait un peu plus long, voilà. On ne peut pas gaspiller plus de dynamite que ces personnes et tout, aussi prendre aussi mal, être aussi con. Enfin, je veux dire, c'est un contre-exemple en fait, de dynamitage. Enfin, c'est pas possible. Donc, ça a été un pet dans l'eau. Enfin, bon. On constate qu'il y a eu un attentat, mais après, savoir qui, pourquoi, pour le moment, les enquêtes n'ont jamais rien donné. Et bon, voilà, ça fait partie des petites histoires du pays. C'est pas un attentat qui a endommagé vraiment le téléphérique et qui n'a pas remis en cause sa construction. Alors, il y a eu quand même un problème pour la finition du second tronçon. D'abord, ça devait être fait en 2 ans, puis il y a eu une interruption la 2e année parce qu'on n'avait pas complètement, on avait pris du retard, enfin bref. Et on ne trouvait plus de personnes pour tirer les câbles. Et finalement, on a trouvé une équipe suisse, les 2 frères, qui sont venus avec leurs femmes, leur Mercedes, leur tout ça, qui sont venus passer leurs vacances, 5 semaines de vacances, pour tirer les câbles du second tronçon. Voilà. Avec les moyens qu'ils ont apportés de Suisse, enfin, etc., etc. Donc ça a été la finition du second tronçon, s'est faite avec 2 Suisses en vacances. Voilà. C'est un endroit particulier qui est sur certains points de la construction très très proche de la limite, hein, notamment pour la partie qui a été construite dans les points de Trifide au niveau des téléskis, hein, du téléski du glacier de la Girose. C'est un téléphérique d'altitude et avec de très fortes dénivelées puisque on part de 1450 mètres à la Grave et le second tronçon culmine à 3200. Et ensuite, il y a un fameux téléski sur glacier très original et tout, qui monte à 3600. Ce qui fait que la Grave est le second point le plus haut atteint par un téléphérique après l'aiguille du Midi. C'est plus haut que Tignes, plus haut que les 2 Alpes, plus haut que n'importe quoi. Donc c'est un titre de gloire pour la Grave. Donc l'idée d'Ernest Juge à l'époque, c'était un tourisme estival. Parce qu'on est en face nord,
Il y a peu de soleil en début de saison, donc c'est des climats qui sont difficiles en début d'hiver. Donc sur une clientèle classique, c'est pas facile à faire vivre. Les premières années, 10 ans, avec une gestion assez aléatoire qui d'ailleurs découlait de ce montage financier assez particulier. C'est donc l'Office du tourisme de Briançon qui était en charge de la gestion, de la communication, avec un notarié qui nous séparait, c'était pas naturel. Et il faut dire que cette affaire perdait de l'argent, était déficitaire d'année en année. Ça a mené à une faillite en 86, effectivement, et il y a eu quelques mois de fermeture du téléphérique. Et ça a été remis en consultation pour trouver qui pourrait s'en occuper. Il y a eu 2 offres. Il y avait l'offre d'une station voisine. Et toute la Grave, à ce moment-là, a été tournée vers les Deux Alpes, qui paraissait le repreneur naturel et qui n'a pas fait de belle offre, qui ne voulait pas entendre parler du passif. Eux, dans leur tête, ils nous installaient, c'était le début des DMC, dans leur tête, ils allaient mettre un engin super puissant pour faire de la Grave un satellite des Deux Alpes. Et la Grave aspirait à cela. Il faut le dire, hein. Vous voyez comme les choses changent, 25 ans après, 30 ans là maintenant. Et puis il y avait la mienne qui était un franc symbolique, mais en reprenant toutes les dettes, c'est-à-dire que je me payais en fait tout, puisque ça avait été à peine amorti, tout le coût du téléphérique, plus le remboursement des pertes d'exploitation de la régie précédente. L'hiver, il a fallu tomber dans ce créneau du freeride et du ski un peu exceptionnel pour que le téléphérique commence à vivre. Ce tourisme hivernal a bloqué l'exode rural et les gens ont enfin trouvé du travail sur place et ça a été bien. Maintenant, avec les gens qui sont très attachés à ce téléphérique, mais pas que les locaux, dans notre clientèle aussi, je pense qu'il y a des clients qui ne laisseraient pas tomber le téléphérique et qui seraient prêts éventuellement à mettre la main à la poche. Dans sa journée record, La Plagne fait le même nombre de skieurs et la même recette que nous en 160 jours. Même si c'est quelque chose qui n'avait pas été forcément anticipé au départ, maintenant c'est un projet qui est à la dimension humaine du village. Au nord, une chaîne de montagnes accessible par les téléphériques du Brévent et de la Flégère offre plusieurs centaines de kilomètres de pistes. En face, le massif du Mont Blanc avec ses éperons de granit et ses magnifiques aiguilles. À la fin des années 80, il y avait 2 épreuves qui cartonnaient. C'était le derby des Grands Montées à Chamonix. Il devait y avoir 400-500 participants. Ça faisait rêver les gens de pouvoir descendre les Grands Montées non-stop. Et puis il y avait le derby de Sarenne à l'Alpe d'Huez. Ça permettait à des gens de découvrir la compétition sur des itinéraires de longue distance. Et on avait repéré la Grave, on en avait parlé. Ce serait bien de faire quelque chose ici, mais à l'époque, la Meige, la Grave, c'était pas une station, c'était un site nature. On a rencontré le maire de la Grave, Ernest Juge, et qui a dit banco tout de suite. Il ne comprenait pas bien de quoi il s'agissait, mais il avait envie que sa commune bouge. J'avais demandé de m'aider pour organiser fin novembre, avant la saison de ski, avant l'arrivée de la neige, avec 2-3 mois d'avance sur l'épreuve, d'organiser donc une rencontre entre tous les partenaires pour leur présenter le projet et leur faire part des différents points sur lesquels l'équipe d'organisation demandait leur collaboration. Je suis rentré dans la salle, tout le monde me dévisageait, les gens ne savaient pas trop ce que j'allais leur demander. Et puis surtout, ce qui m'avait marqué, c'est qu'en dehors de Philippe André, le guide de montagne qui était là, je voyais bien dans leurs yeux qu'ils ne savaient pas ce que c'était un derby.
Le derby se court par équipe de 3 skieurs. Chaque équipe doit descendre à fond les Grands Montets, du sommet à Argentière, sur une piste non préparée, sur une neige incroyablement changeante. Pas de porte de contrôle, la trajectoire est laissée à l'appréciation de chacun. Seule obligation, à l'arrivée, l'écart entre le premier et le troisième skieur doit être de moins de 100 mètres. Le derby est une course tellement dangereuse et difficile à organiser que les responsables des Grands Montets ont dû la rayer de leur calendrier. Sur les Grands Montets, il y avait un partenaire important, c'était la société Tapis Volant, c'était du skiwear. Et puisque les Grands Montets étaient à l'arrêt, l'idée a été de se rapprocher de cette marque-là, et donc de son dirigeant, Andreas, et de lui proposer de faire la même chose sur la grave. Pour moi, les derbies sont quand même quelque chose pour le ski qui est incroyable, parce que c'est l'ancêtre de la Coupe du Monde de descente. Et donc, je trouvais que c'était bien sympa de revenir sur un côté authentique, pur du ski. Alors la première année, on l'a approché un petit peu tard. Il nous a dit, je ne peux pas vous aider financièrement, par contre je participe à la dotation. Et puis, si ce que vous faites est bien, je reviendrai les années suivantes. Après, je me suis laissé envahir de joie à connaître cette montagne. La Meige, c'est aussi vendeur parce que c'est une montagne emblématique. 3983 mètres, il manque 17 mètres pour en faire un 4000. Mais finalement, c'est une montagne qui, dans l'imaginaire des gens, fait qu'il y a un ski tout à fait exceptionnel. Donc il y avait déjà une image, avant même que le derby existe, il y avait une image d'exception qui existait. À nous de réussir la transformation. Par contre, on avait la Schkumun sur un plan neige. C'était l'hiver 88-89, a été un hiver exceptionnellement sec. À l'approche de la date, on voyait bien que les inscriptions ne rentraient pas. C'était une première édition, on avait 15 inscrits et encore, ils avaient envoyé leur bulletin sans envoyer leur bulletin de chèque en disant on ne sait jamais, s'il n'y a pas de neige, on ne va pas faire des frais pour rien. Et l'idée qu'on a eue, c'était de détourner une sortie de ski d'un club de la région grenobloise. En gros, on leur a dit, écoutez, ce dimanche-là, venez skier à la Grave, tout est offert. Il n'y a qu'une seule contrepartie, c'est que vous mettez un dossard et vous faites une fois les vallons le plus vite possible pour être chronométré. 3, 2, 1. On n'a pas voulu faire le même schéma que les autres derbies qui existaient déjà. Moi, mon idée était de faire une course individuelle. Mon idée, ça a toujours été de dire, voilà, vous avez les vallons pour vous tout seul, en haut, en bas, on vous chronomètre. Tout le monde me disait, mais non, il faut refaire comme au Grand Montet, les 3 et tout. Je dis, non, non, on fait des courses individuelles et puis on fait un classement par équipe. Mais dans l'équipe, on veut 3 personnes. Mais avec 3 engins de glisse différents. Le principe de Snow Legend, c'est tout simplement une équipe composée de 3 personnes, dont minimum une femme, avec 3 engins de glisse différentes, c'est-à-dire surf et mono, et soit ski, soit télémarque. Snow Legend. Donc ça a aussi beaucoup apporté à la convivialité de l'épreuve. Ça permettait à des gens de se rencontrer, les filles étaient très recherchées. Et en fait, les organisateurs que je connaissais bien sont venus me voir à la maison, genre la veille, pour me demander de courir en télémarque, parce que je faisais du télémarque depuis 87. Et moi, j'aurais dit non, 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 c'est hors de question, je vais pas dans les vallons en télémarque, j'y vais en ski, mais pas en télémarque. Et mais vraiment, ils sont venus me chercher à la maison et ils ont insisté comme des gros lourds en me disant allez, mais tu viens en télémarque. De toute manière, t'inquiète pas, tu es sûr d'avoir un prix parce que tu seras la seule fille et puis tu seras la seule tout court en télémarque. Donc de toute manière, tu auras tous les lots qui vont avec. Allez, je parle fait, je me dis ah ouais, c'est rigolo en fait. Bon allez, j'y vais.
c'est peut-être un des seuls événements qui a rassemblé toutes ces formes de glisse. C'est super important de faire des épreuves comme ça dans le ski, dans le snowboard, ça réunit tout le monde. Et c'est ce qui est bien en plus, c'est la fin de saison, donc tout le monde est décontracté. On a tous eu notre lot de neige pendant la saison, on en a bien bouffé, alors on vient tous se décontracter ici. C'est parfait, c'est un peu plus long. I think the Derby is just a gathering. Yeah, a gathering of all these crazy people, but it's to get everyone together. There's no difference. It's to celebrate the multi-glisse, this sport, in whatever way you do it. La particularité du parcours, c'est de proposer sur le glacier une pente douce et vous arrivez dans la partie très raide, dans la partie où il pourrait potentiellement avoir des risques avec de la fatigue. Et naturellement, les coureurs vont moins vite. C'est-à-dire, contrairement à ce que vous pourrez penser, le fait d'aborder la partie la plus technique en étant fatigué, ça limite la vitesse des coureurs plus que ça les incite à prendre des risques. Et je crois que c'est une histoire de tactique. Parce qu'il faut économiser son souffle, il faut économiser ses muscles. Il faut savoir qu'au départ, il va faire moins 10, moins 15 et en bas, il va faire plus 15. Donc il faut savoir s'habiller comme il faut. Quand on connaît bien le terrain et qu'on a envie de se lâcher, il n'y a pas beaucoup de virages à faire. Après, le budget du derby, à la base, le podium, c'était 3 bottes de paille. C'était une carriole qu'on avait mis dans le parking. Et puis, c'est tout. Il n'y avait même pas de micro, on n'avait rien. Bon, ceci dit, on avait un beau vainqueur, un coureur du GUC qui était réputé sur le plan régional. Ça a contribué aussi à faire connaître la course. Il est reparti avec un chèque de 5000 francs. C'était considérable pour l'époque. Je me souviens qu'il avait jeté le grand panneau qui symbolisait le chèque dans le public, mais manque de peau pour lui, on avait mis le vrai chèque dans une enveloppe au verso de ce panneau. Alors après, on avait couru après pour essayer de le récupérer. All I have to say is, I just want to get down in one piece. Je vais essayer d'arriver. On s'est créé une notoriété parce que les derbys, les vallons de la Meije étaient tellement sauvages que les coureurs se perdaient. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mon chemin. Bah tu descends toujours tout droit. Là-bas? Par exemple. Ok, on va passer par là-bas. Merci. L'engagement physique, il est quand même, pour ceux qui veulent essayer de faire un résultat, il est quand même, je dirais, très élevé. Parce que tu pars d'une altitude de 3550 mètres, donc c'est très haut. Il n'y a aucune compétition qui part aussi haut en Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Et donc, il y a déjà cet handicap-là. Ensuite, la distance, 9 km c'est long, donc il faut tenir. Au bout de 3 minutes, les gens ils sont déjà plus ou moins cuits. Hyper fort. Bien été. Super. Alors, putain, mais tu as mis du temps, t'attends depuis une heure, nous. Mais t'es fou, je suis arrivé au sommet du mur, j'avais les jambes comme ça, j'arrivais plus à tenir les skis. J'ai dit, oublie, mets-toi debout et je suis descendu trace directe, mais debout. Bonjour. Ah, c'est dur. Ah, j'ai mal aux jambes. Ah, c'est dur. La course était tellement grave qu'elle était surdimensionnée par rapport à ce que pouvait faire un participant moyen. Voilà, l'épreuve était lancée, c'était ce qui était important. Je dirais presque que la légende du derby de la Meije était lancée. On est là pour faire une grande descente, pour un grand dénivelé, quelque chose qui peut se faire qu'à la grave, mais on est aussi là parce que c'est la fin de saison, parce qu'on aime l'hiver et parce que tous les gens qui sont ici ont envie de se retrouver ensemble pour une grande fête de la glisse. Alors j'ai 10 secondes pour vous dire que le derby de la Meije, c'est de la dynamège. Ah, c'est beau la Meije, hein.
Entier, vivant, en bas. On va faire la fête! On va à Marseille mais on tchatche aussi, on tchatche le patois, c'est le patois d'ici. On va à Marseille mais on tchatche aussi, on tchatche le patois, c'est le patois d'ici. C'était mon oupano, c'était mon oupano, c'était Déjà en télémarque, ça me paraissait pas très sérieux d'aller tourner dans les vallons en télémarque à l'époque. À fond, qui plus est, ça me paraissait encore moins sérieux. Moi j'aime pas les trucs un peu conventionnels, donc je me suis dit, bon bah allez d'accord, je me déguise puisque c'est ça. Et elle avait amené elle aussi ce caractère festif, elle connaissait l'esprit derby. Et donc elle avait fait une très belle descente, elle était sympathique, elle était toute jolie dans son déguisement et elle a contribué à faire aimer le derby par les gens de la Grave. Il y a toujours un ménage là, qui tient un restaurant de fondue et tout à Grenoble avec sa femme. Chaque année, ils font quelque chose à eux deux, mais chaque fois différent. Le plus célèbre, c'est qu'ils sur un monoski, ils ont mis deux paires enfin, ils étaient l'un derrière l'autre. C'est pas facile là-bas. Et puis, ils étaient en tenue de mariage, mais c'était leur vraie tenue de mariage. Je veux dire, bon, ils avaient peut-être, il avait un peu élargi le truc, mais enfin bon, bref. Et c'est tous comme ça. À quoi attribues-tu le succès du derby? Je pense que c'est l'aspect court, c'est l'aspect festif, le site. Je pense que quand on a des conditions comme aujourd'hui, c'est des moments magiques. Pour moi, c'est la rencontre entre des gens qui cherchent un endroit, et un endroit qui attendait effectivement d'avoir son public. Ces gens, c'est des gens qui en avaient assez des stations aménagées, qui voulaient un site nature. Et c'est cette rencontre avec la Grave qui justement était un site non aménagé, avec juste un téléphérique, des pistes non préparées, du grand ski quand c'est bon. En 91, j'avais organisé 3 éditions, il y avait eu 300 participants, c'était beaucoup de travail. J'avais décidé de ne plus m'en occuper. Mais franchement, c'est peut-être la meilleure idée que j'ai eue. Parce que le derby n'aurait pas pris l'essor qu'il a pris si ce n'était pas des locaux qui ont pris le relais. Ils ont su amener la dimension festive, ils ont su changer les dates, ils ont su repositionner le derby comme il fallait. Et puis eux, de leur côté, je pense que ça les a un petit peu ouverts. Ils étaient hôteliers à la Grave et ça leur a permis de rencontrer des gens qu'ils n'auraient pas rencontrés s'ils n'avaient pas eu le derby entre les mains. L'auberge d'Elvès, c'est vraiment sympa parce que c'est un endroit où je dirais que tout le monde le soir est bien content de se retrouver pour discuter de la journée. Il y a eu quelques derbys, ça s'est organisé vraiment dans la cuisine de l'auberge d'Elvès. Et c'était vraiment sympa parce qu'on disait, tiens, il faut téléphoner à ça, bon, je m'en occupe et tout. Ok, vraiment, ça s'est fait, je dirais, à la bonne franquette. C'était pas des réunions, c'était de l'impromptu, des choses comme ça qui survenaient. Il y avait un petit côté Astérix en fait, ça a toujours été. La Grave, ça a toujours eu ce petit côté Astérix comme ça, avec le petit village, youpi, youpi, avec tous les gens. Quand je suis arrivé là, quand j'ai commencé à faire des concerts avec ma guitare et mes copains à jouer du rock'n'roll dans un bar pour une équipe de 150 débiles, on a dit c'est génial, c'est ici qu'il faut être. Donc il y a quand même cette tension, il y a quand même
bon à tous les niveaux. Les meilleurs qui vont mettre quelques minutes et puis ceux qui vont mettre 10-15 minutes mais qui à leur niveau vont pousser leurs limites, les choses comme ça. Eh ben, on a besoin d'une soupape de décompression le soir et je pense que c'est logique de faire la fête. Le derby, tu peux pas. La course va pas sans la fiesta et la fiesta va pas sans la course, quoi. Tu vois, après, c'est ça le truc, quoi. On peut pas dissocier les deux, c'est impossible. De tenir, avant je bossais dans un bar qui était au centre du village, et pour le derby d'ouvrir le bar 24 heures sur 24. On était avec un pote, plus 2 potes à lui qui étaient venus, on se relayait, et donc tu avais les mecs à 5 h du matin qui étaient toujours là, les cosmonautes, magnifique groupe les cosmonautes. Les cosmonautes qui venaient, qui jouaient à 5 h du matin, qui étaient toujours en train à jouer de la basse, de la batterie, et tu avais les mecs qui se levaient pour aller faire la course, qui arrivaient avec leur dossard dans le bar pour boire les cafés. Il y a eu des moments, des moments un peu barrés, mais c'est super. Vous êtes là! Et vous êtes là! Puis malheureusement, j'ai eu cet accident où je m'en sors quand même super bien. Vincent, Cécile et Francky ont pris le relais. Nanouche aussi est venu donc, pour que l'épreuve se fasse. C'est Didi qui m'a tout appris parce qu'au début il faisait tout seul. Hein. C'est tout faire Didi de toute façon. Jamais pu me disputer avec Didi sur aucun sujet, c'est pas possible, tout s'arrange toujours. Et malheureusement Didi a eu quelques accidents, donc lors de ces accidents, et quand il n'était pas là, il a fallu reprendre un peu derrière, comme il ne pouvait pas tout faire. Donc on s'est retrouvé avec Nanouche, plus l'Office du tourisme de la Grave à organiser cet événement. C'était une aventure incroyable parce qu'on n'avait aucune idée de l'organisation. C'est la seule année où j'étais pas au derby de la Meige et j'y étais juste par le téléphone. Lors de la remise des prix, on a passé un coup de fil à Didi qui était lui à l'hôpital et on lui a fait un hommage par téléphone avec il devait y avoir 400 personnes dans la salle. Et on l'a appelé et ça a été c'était un moment assez sympathique, assez fort. On vous souhaite une bonne soirée à tous et il dit merci à tous et on est une bande de vénards. J'ai l'impression quand j'arrive ici à la Meige maintenant, le derby c'est comme une famille, quoi. Je revois, comme je vous dis, j'ai beaucoup d'émotions à retrouver tous les gens avec qui on a partagé ces moments très, très forts parce que très engagés. Quand je parlais que j'ai des bonnes vibrations ici, ça c'est effectivement bien centré autour de moi puisqu'on a rencontré des gens sympathiques, autant des amis de différentes stations que moi j'ai eu la chance de rencontrer ma femme effectivement dans un bar, dans le bar de la plage là, du bout du parking à côté du chapiteau chez Sergio. Et c'était une soirée absolument magique. Et voilà, on a fait un bout de chemin ensemble depuis maintenant 15 ans puisque Margot et Constance en sont nées et elles sont là d'ailleurs. Depuis qu'elles sont petites, on vient tous les 4 et c'est un moment de famille aussi pour nous. Ouais. Et au fur et à mesure des années, il y a beaucoup de gens qui venaient
non seulement pour le derby, mais pour faire la fête. Donc au fur et à mesure des années, on avait de plus en plus de monde aux soirées, donc il a fallu qu'on s'adapte. Donc à la fin, il n'y avait plus assez de place dans la salle des fêtes, il a fallu qu'on monte un chapiteau, un petit chapiteau, et puis après un plus gros chapiteau, et après on est arrivé à un chapiteau de 500 mètres carrés qui peut contenir 1500 personnes dans le chapiteau. Qui fait le derby chaque année et qui cette année... J'ai toujours eu le privilège de prendre le dernier numéro en prétextant comme raison que j'avais horreur de me faire doubler. Cela dit, je suis toujours pas terminé dans une douce médiocrité. Il y en avait quand même beaucoup plus derrière moi que devant moi. Mais bon, voilà. Un petit peu de silence parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire sur l'organisation du derby de la Meige. C'est qu'on va être obligé de vérifier, ce sont des contrôles ADN, pour bien vérifier que les enfants des organisateurs ne sont pas d'eux, de manière qu'on continue à avoir une veine de cocu. À la remise des prix, tout le monde applaudit. Il y en a, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas comment ça marche, mais c'est pas grave. Ils sont là, ils ont envie de faire du bruit, ils ont envie que ça bouge. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est un truc qu'on retrouve pas beaucoup ailleurs et c'est vraiment spécifique au derby de la Meige, quoi. En fin de compte, on est relativement limité par rapport au nombre de personnes que l'on peut accueillir sur le pays de la Meige. Sachant aujourd'hui, par statistique, que nous avons à peu près 2800 à 3000 personnes qui sont présentes lors de l'événement. Ça reste aujourd'hui, sur le canton du pays de la Meige, l'événement le plus important. Oui, c'est très important pour le village et au-delà du village, c'est très important pour le canton, hein, parce que la commune de Villard-d'Arène on reçoit aussi des retombées. Enfin, je veux dire, là, il faut raisonner au niveau canton plus qu'au niveau commune. Bon, maintenant, tout le monde quand même attend un peu le derby avec bonheur, parce que c'est une grosse semaine de boulot pour les commerçants du coin et même d'un peu plus loin. Hein. Ça fait travailler, on va dire, peut-être même bourgeoisans, tout ça. C'est bien qu'ils mangent tous ces gens pendant une semaine. Dans toutes les Alpes, on parle du derby. Les gens, ce matin j'étais à Grenoble, tout le monde sait qu'aujourd'hui il y a le derby, demain il y a le derby à la Grave. Même des gens qui ne s'intéressent pas au ski. En sport, voici une course en montagne où se réunissent les passionnés de glisse, notamment hors piste. La 22e édition du fameux Derby de la Meige, un sommet des Hautes-Alpes. Le Derby de la Meige a une nouvelle fois gagné son challenge, offrir un des plus grands dénivelés de course au monde, même si cette année, les organisateurs ont dû arrêter l'épreuve à 2300 mètres. Mais laissons Francky, le grand gourou, nous en dire un peu plus. 17e édition de ce Derby de la Meige, ici à la Grave, dans les Hautes-Alpes, avec 750 concurrents au départ à 3600 mètres. Donc c'était une petite équipe qui s'occupait de cet événement, qui lui grossissait, et donc on grandissait tous ensemble avec l'événement. On est passé de 50, 100, 300, 400, 800, 1000. On est arrivé à 1100 concurrents, donc ça a beaucoup grossi. Moi, à un moment, je dis, bon, 600, 700, on va commencer à moins gérer la sécu, les choses, la fête, les tout. Et souvent, j'appelais Sylvain, et Sylvain me dit, mais non, au contraire. Et c'est 800 personnes qui vont être heureux, qui vont se faire plaisir. Donc, plus il y a de personnes qui se font plaisir, mieux c'est. Alors, on a fait combien 153. Nickel. 11,33, ça déchire. J'ai trouvé la vague. Hein. L'année prochaine, on boit moins et puis on reconnaît un peu plus déjà. 3,22 le troisième, Ménet, c'est Olivier. Il est troisième, Olivier. J'ai gagné ma sœur qui m'avait éclaté l'an dernier. Je vais la tuer, je reviens.
on va dire dans les catégories frayeur, il y a eu 2 années où j'ai eu vraiment très peur parce que des moments où on perd un peu le contrôle et on passe un peu à côté de la chute, mais on sait qu'on n'y retournera pas comme ça. Moi, avant les départs, je subis toujours une grosse fatigue, j'ai l'impression, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Parce qu'on va se faire peur. Et puis une fois qu'on est dans le portillon et que c'est parti, voilà, la peur s'évade, il n'y a plus rien et on est dans notre élément. Et après, c'est l'adrénaline qui monte. Hein. On a vu Nicolas Antonios tout à l'heure. J'étais un peu fatigué, hein. Vous n'avez pas trouvé? Ouais, il faisait plus de virages. Un petit peu lent. Je crois que c'est comme au ski, comme on se sent bien. Moi, je me sens bien quand ça va vite. J'arrive à m'équilibrer, puis c'est l'essentiel. Puis après, on se débrouille. Hein. Et Stéphane a également contribué au développement du derby parce qu'il a gagné 2 années de suite. Il a gagné une 3e fois 10 ans après la première. Par contre, il a également le record de disqualification parce que c'est une tête de mule. Et lui, il voulait toujours passer là où il avait décidé, y compris si les endroits étaient dangereux. Certaines années, les couloirs étaient interdits à la descente et lui passait quand même. Très très fort skieur. Parmi les itinéraires qui font la légende du derby de la Meije, le mur de Trifide est une énigme à résoudre. Faut-il ou ne faut-il pas emprunter ce couloir incliné à 50 degrés? Snowboard à l'époque, on y allait doucement, mais je me souviens que les skieurs, ils passaient, ils faisaient 4 ou 5 courbes dans le couloir Trifide et ils tiraient droit sur la zone interdite. Heureusement, on n'a jamais eu d'accident grave. Il y a eu des accidents dans Trifide à cette époque, mais ce n'étaient pas des gens qui s'occupaient qui étaient coureurs ou qui reconnaissaient. La partie sécurité, c'est la poutre maîtresse du derby parce que même s'il y a toute une partie animation faite, on sait que c'est la grosse finalité, mais les gens viennent avant tout pour courir le derby de la Meije. Et au niveau sécurité, eh bien, c'est simple, nous sommes une équipe depuis pas mal d'années maintenant de 5 personnes. C'est un comité sécurité course. Là, on est X guides à monter donc à 7h30 du matin à prendre le téléphérique. Et là, on se divise en 2 groupes de guides sur les vallons classiques et puis l'itinéraire de Chancel. Donc les 2 grands itinéraires classiques du domaine. Et arrivé en bas, donc on discute pour savoir si c'est raisonnable d'ouvrir ou pas en fonction de ce qu'on a vu sur le terrain. Le mieux, ce sera après les 2 rochers, là, non? Ouais, voilà, ouais, moi je pense à ça, ouais. Et là, la difficulté, c'est de trouver donc une zone où c'est qu'il y a encore assez de neige, qui n'est pas trop pourrie, ce qui n'est pas le cas, et qui soit protégée parce qu'en amont, on a une grande face rocheuse, mais au-dessus, on a les séracs de Trébuchet. Donc, en étant juste à cet endroit bien précis, on a le couloir des avalanches qui passe plus à notre gauche. Puis les années 96-97, on a été, je dirais, une des premières courses à faire un protocole de sécurité qui était vraiment précis. On a un hélicoptère avec un médecin à bord. Si l'hélicoptère ne peut pas décoller pour quelle que soit la raison, soit trop de vent, soit une nappe de nuages, donc l'hélicoptère ne peut pas décoller, la course est annulée. On a 55 pisteurs, on va les mettre en place sur tout le long du parcours. Il y a à peu près 18 postes. Ils sont tous visuels les uns par rapport aux autres. Et donc là, aujourd'hui, voilà, on va déterminer qui va se mettre à quel endroit, etc. Et tout ça jusqu'à l'arrivée. L'idée de base, c'est 2 pisteurs ici, 2 pisteurs là-bas, parce qu'il y a un passage rapide aussi dessous. Ok? Et après, c'est le poste 8 et 9 qui récupère. Vous regardez face au soleil. On travaille exactement comme un service des pistes dans une station classique, c'est-à-dire que le PC course remplace le central et tous les collègues qui sont professionnels, on n'a pas le temps, besoin de se parler, on sait ce qu'il faut faire. Je pense qu'on est, je dirais presque meilleur qu'une Coupe du Monde de descente actuelle. Malheureusement, à l'heure actuelle, on est plutôt dans un système où on assiste les gens complètement. On peut s'en rendre compte dans des stations, je dirais, classiques. Et ici, c'est complètement l'inverse. On essaye de responsabiliser les gens. Et je pense que c'est hyper important de ne pas forcément interdire ou de mettre des barrières, plutôt que
plutôt qu'éduquer, informer. On est sur l'atelier crevasse. On va écouter Yann. Okay. Un ponté, ça se met propre, ça doit pas être plié. Notre ami là. Ah bah l'assureur, il faut qu'il ait tout le matériel technique sur lui, à portée de main. Donc les ateliers montagne, justement, on les a mis en place à une certaine époque pour justement dire attention, bon, le domaine hors piste, bon voilà, dans le cadre d'une course, c'est très bien, il y a toute la sécurité mise en place et tout, mais vous évoluez dans un domaine haute montagne, il y a des zones glaciaires, il y a des crevasses. On ne skie pas n'importe comment, n'importe où. Il y a des traces qui vont dans des itinéraires où il y a des rappels. Et donc on s'est dit, on va mettre ça en place, on va mettre des ateliers montagne où les gens vont pouvoir mettre le doigt et être sensibilisés à ce niveau de réflexion par rapport à l'évolution sur ce domaine. On est dans la zone finale. Donc on va arrêter de suivre ces flèches, on va tomber au sol. Ce que je vais faire, je vais aller sur une diminution de distance. Je ne m'occupe plus des flèches. On sent que les gens sont très sensibles à ce genre d'atelier. Et d'ailleurs, on a pu voir que nous travaillons en collaboration avec le collègue qui est en dessous à la recherche de larvas. Et chaque groupe qui passe sur les larvas vient chez nous d'instinct pour se dire, ben oui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez, dès que la poitrine commence à se soulever, j'arrête d'insuffler. La montagne telle qu'on peut la retrouver à la Grave, ce n'est pas non plus que réservé à une élite, ça peut être réservé à des personnes qui font la démarche de se former, de s'informer d'une manière cohérente. Et à partir du moment où les gens évoluent avec les pratiques, ils prennent vraiment un plaisir à skier dans un domaine qui sort de l'ordinaire. I say yeah! L'avenir du derby, je sais que sur la Grave, même si notre équipe devait arrêter, on transmettrait le flambeau avec tout ce que cela nécessite. Mais c'est vrai qu'on sent qu'au niveau administratif, en France on est les rois de la lourdeur administrative, hein, et là ça commence à peser vraiment sur des courses comme ça, on le sent. Et aujourd'hui on s'aperçoit qu'évoluer dans le temps, ça risque d'être assez difficile. Je pense que jamais personne n'aurait imaginé que ça aille jusqu'à 25, quoi. Et avec autant de monde à la clé, hein, parce que après au niveau gestion, ça devient un truc énorme, c'est énorme, quoi. C'est lourd à gérer, que ça stresse l'organisation, on ne peut que le comprendre. Sans les bénévoles, le derby n'existerait pas, ça c'est évident. Il en faut à partir du lundi matin jusqu'au samedi soir, il faut des bénévoles. Et en passant par tous les pôles, que ce soit l'animation, la sécu course, pour les inscriptions. Donc c'est une grosse partie qui n'est pas facile à gérer. Il y a Patrick qui m'épaule beaucoup, heureusement. On s'est rendu compte que organiser des derbies maintenant, c'est pas évident parce que c'est des grosses prises de risques. Je pense que c'est la société d'aujourd'hui qui est très protectionniste et qui est très procédurière, qui a créé ce fait. J'en pense pas plus, il est là le fait. Il faut faire avec. Nous on fait un derby, on fait un slalom ou un géant, mais on arrête la sécurité. Chacun doit être responsable de sa propre course, il faut arrêter. Sinon on met un hélicoptère sur chaque course. Il y a eu quelques temps. Les gens qui viennent là, tous les Américains, ils viennent là parce qu'ils peuvent skier normalement ici, ils ne sont pas réglementés comme chez eux. Et on va faire pareil, on va faire les mêmes âneries. Si un jour le derby s'arrête, ça sera à cause de ça, ça c'est sûr. La sécurité, la répression à outrance comme ça. Les cailloux ça bouge, le glacier ça bouge, voilà quoi, tu vas marcher dans la rue, tu vas prendre un pot de fleurs sur la tête, ça peut arriver aussi quoi, tu vas arriver là. On peut pas mettre une cloche à fromage sur un truc pareil, c'est nul quoi. Et puis on est à la merci de pas grand chose, un gros pépin, et puis je pense que le préfet il ouvre le parapluie et ça y est, c'est fini quoi.
On a l'impression que le derby, c'est un truc de fou qui font n'importe quoi. C'est complètement faux, c'est complètement le contraire, quoi. On a toujours eu une conscience très précise de l'engagement. Et je pense que c'est ça l'expérience qu'on peut vivre à se faire une course de haut en bas sans s'arrêter, c'est de sentir l'engagement qu'on a mis. Je pense qu'aujourd'hui, on nous materne et on nous prend en charge et on nous protège de ce qui est improtégeable, c'est-à-dire que s'engager dans la vie, c'est prendre des risques. Voilà, c'est normal. Vous vous rendez compte, on se sent bonhomme lâché dans les ballons de la Meije, et il y a un risque, potentiellement il y a un risque. Mais bon, c'est ce risque qui fait aussi que les coureurs viennent et c'est la bonne gestion de ce risque qui fait que le derby a pris l'ampleur qu'il a pris. Je crois que les organisateurs du derby, ils ont fait leurs preuves. Ça fait des années qu'ils portent avec extrêmement de sérieux l'organisation et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Au contraire, ça marche très bien et il ne faut pas casser une belle organisation, une belle machine. Je pense qu'il nous est assez envié, il nous est même assez copié, mais je crois que vraiment l'état d'esprit du derby de la Meije, c'est quelque chose qui reste toujours et qui restera unique. Lorsque, au hasard de mes rencontres, les gens avec qui j'étais faisaient la correspondance entre le derby de la Meije et ma personne, waouh, toujours une étincelle dans les yeux. Jamais personne m'a déglingué le derby. C'est incroyable. Je pense qu'on peut tout à fait garder l'esprit freeride. Même si on est très nombreux, que c'est une grosse machine. J'espère qu'ils arriveront à continuer, quoi. Le derby aujourd'hui, c'est la moyenne d'âge des participants, c'est 35 ans. L'histoire du derby jeune, tel qu'on voulait le mettre en œuvre, c'était pour aussi amener des jeunes à faire un derby adapté à leur morphologie, à leur âge, mais pour que ces jeunes-là puissent être les adultes, les jeunes adultes du derby de demain, du derby de la Meije classique de demain. Je me suis aperçu que je fais partie de l'assaut du derby depuis quelques temps et j'ai 37 barreaux. Je suis le plus jeune de l'assaut. C'est quand même pas... Il faudrait qu'on... L'assaut du derby, il va falloir qu'on retrouve un souffle avec les jeunes, quoi. C'est ça qui va sauver le truc parce que dans l'idée, moi j'ai ma gamine qui a 15 mois. Quand je vois les vidéos du 7e derby avec Philippe André, avec son gamin, puis que maintenant je vois son gamin qui nous a filé la main à monter le chapiteau, à monter la scène, à monter la salle des fêtes, à mettre les dossards, les puces, tout ça. Et ben moi j'ai qu'une envie, c'est que dans 18 piges, et ben, que ma gamine elle fasse la course aussi. C'est des belles expériences, c'est des beaux partages, des rencontres entre des gens qui ne se seraient peut-être jamais croisés dans leur vie ordinaire. Et donc, ça doit, pour moi, ça perdure. J'espère que je mourrai avant le derby. On peut se retrouver n'importe où dans le monde et chacun a une bonne anecdote sur le derby et pourvu que ça continue encore beaucoup de temps.